Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Oui, donc ce matin, je vais vous parler de la façon dont les dinosaures ont été reçus en France au cours du XIXe siècle. Bien sûr, des restes de dinosaures ont été découverts et décrits dès le début du XIXe siècle, notamment par Cuvier, avec ces restes de dinosaures de Normandie, ou par Deslonchamp, avec d'autres dinosaures normands. Mais ceci se passe avant 1842, donc avant la création du terme de dinosauria par Richard Owen. Donc ces découvertes n'ont pas à être discutées en termes de dinosaures, puisque le terme n'existait pas encore. Donc, une fois que Owen, que voici ici, a eu proposé ce terme de dinosauria, comment a-t-il été accepté, accueilli par les paléontologues français? D'abord, le taxon lui-même, dinosauria, a-t-il été adopté rapidement et de quelle façon? Et puis, un autre point, c'est la façon dont le public, et pas seulement les scientifiques, ont pris conscience de l'existence des dinosaures. Donc, ce sont les points principaux que je voudrais développer rapidement. Apparemment, le premier naturaliste français à avoir utilisé le terme dinosaure, dinosaurien, est Charles Orillard. J'ai trouvé que ce portrait de lui, je pense qu'il est sur son lit de mort, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et Orillard était un ancien collaborateur très proche de Cuvier, notamment aussi un illustrateur des œuvres de Cuvier. Et en 1844, dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle de Charles d'Orbigny, il a rédigé l'article dinosaurien. Mais cet article ne va pas au-delà des dinosaures d'Owen, à savoir Megalosaurus, Iguanodon et Hygaosaurus. Simplement, Orillard reprend les observations d'Owen sur les trois dinosaures initiaux et mentionne aussi Cuvier qui avait exprimé une opinion sur certains de ces restes, notamment Megalosaurus et Iguanodon, alors que, bien entendu, il n'employait pas le terme dinosaure qui n'était pas encore en usage. Ensuite, Paul Gervais a été un des tout premiers à suggérer l'existence de dinosaures en France. On pourrait rajouter aussi le paléontologue suisse Pictet, qui, à la même époque, a évoqué la présence de dinosaures en France. Mais en ce qui concerne les Français, Gervais est un des tout premiers à avoir réalisé que les dinosaures, ce n'était pas simplement quelque chose qu'on trouvait en Angleterre, mais qui en avait existé également en France. Dans des articles, des ouvrages qui datent de 1848, 1852, notamment dans sa zoologie et paléontologie française, il mentionne les dinosaures, mais d'une façon assez curieuse. Il ne les cite pas dans le texte, mais dans la légende d'une planche. Donc il y avait encore à cette époque, au moins dans l'esprit de Gervais, une certaine confusion, si on peut dire, au sujet de la définition des dinosaures et de ce qu'il fallait placer dans le groupe des dinosaures. Notamment, il mentionne que Megalosaurus est probablement présent en France, mais sa position systématique reste relativement floue dans ses ouvrages de Gervais. Et de même, il mentionne Poikilopleuron et Streptospondylus, que nous plaçons aujourd'hui parmi les dinosaures, mais il hésite encore beaucoup sur leur position. Et un spécimen important décrit par Gervais, c'est cet humérus, qui vient des grès verts albiens du Mont Ventoux, en Provence. Et c'est assez intéressant de voir comment Gervais traite de ce spécimen, puisque dans le texte, il le place à côté des mosasaures, ce qui paraît étonnant, mais dans la planche qui illustre son texte, il est parmi les dinosauriens. Et un peu plus tard, en 1853,
il rapproche ce spécimen des iguanodontidés. En fait, il s'agit d'un sauropode, on sait aujourd'hui. Et ça illustre le fait qu'à cette époque, la vision qu'on pouvait avoir des dinosaures restait assez confuse et les limites du groupe n'étaient pas très bien définies. Cela dit, évidemment, ça n'est pas propre aux paléontologues français, puisque, par exemple, Owen, en 1842, plaçait Cetiosaurus, que l'on connaît aujourd'hui comme un sauropode, parmi les crocodiles. Mais donc, Gervais commence à s'intéresser aux dinosaures et aux dinosaures français, mais avec encore pas mal d'incertitudes sur la classification de ces animaux. Un épisode qui est assez intéressant, c'est celui de l'abbé Puech. Alors, pendant longtemps, on n'a pas connu de portrait de l'abbé Puech, qui était un prêtre qui habitait dans l'Ariège. Alors, cette photo que m'a passée Jean Le Goff montrerait ici l'abbé Puech, lors d'une excursion géologique. Bon, ça n'est pas très informatif, c'est flou, mais ce serait un portrait de l'abbé Puech. L'abbé Puech, donc, a énormément travaillé sur la géologie et la paléontologie de l'Ariège, de son Ariège natal. Et en 1859, il a publié un article, La Société géologique de France, où il décrivait la géologie des environs du Mas d'Asile, un village de l'Ariège. Et il avait récolté de nombreux spécimens paléontologiques qu'il a envoyés à Paris pour identification. Et il y a eu une certaine perplexité de la part des paléontologues parisiens au sujet de ces spécimens. Alors Puech a été un des premiers à signaler des coquilles d'œufs de dinosaures, en voici une ici. Il a pensé que ça pouvait être de la coquille d'œuf. Les savants parisiens ont été beaucoup plus sceptiques. Mais il faut dire aussi que l'identification des spécimens de Puech a été rendue plus difficile par les incertitudes stratigraphiques. Il n'était pas du tout clair que ce soit du Crétacé terminal, ce qui est le cas. On pouvait aussi penser que c'était du tertiaire. Donc ça n'a pas aidé les paléontologues parisiens à se prononcer là-dessus. Mais ce qui est intéressant, spécialement dans cette séance en hommage à Armand de Riquès, c'est un aspect paléohistologique. Parmi les spécimens envoyés par Puech, il y avait un gros os long, qui a été transmis par Darchiac, que j'ai montré précédemment, qui a été transmis par Darchiac à Édouard Lartet, qui était un paléontologue vertébriste et préhistorien aussi éminent à cette époque. Et Lartet a supposé qu'il s'agissait, comme on voit dans ce texte, une portion diaphysaire de la moitié inférieure d'un radius de grand herbivore ongulé de la division des pachydermes. Mais pour vérifier ça, il a transmis à l'anatomiste Graciolet, ici, qui lui a fait une étude histologique et qui a confirmé à son avis qu'il s'agissait bien d'un mammifère. Donc il a fait des lames minces, comme vous voyez dans le texte, et il dit que la structure de cet os est celle que présentent seuls les grands mammifères. Les couches osseuses figurent des zones concentriques autour des canalicule médulaires, et sur les coupes transversales, les couronnes des cellules osseuses sont encore parfaitement apparentes. Donc, Graciolet a logiquement conclu qu'il s'agissait d'un os de mammifère à partir de son histologie, semble-t-il, si je comprends bien. Malheureusement, il n'a pas eu d'illustration, donc c'est difficile de se prononcer, si ce n'est que l'os en question a été retrouvé à Pamiers il y a une vingtaine d'années maintenant par Jean Le Goff, et donc il serait possible de refaire de l'histologie dessus. Mais donc, je pense que ce qu'il a vu, probablement, c'est un système aversien. Et donc, la conclusion logique qu'il en a tirée, c'est qu'il s'agissait d'un grand mammifère. En fait, c'est un os de dinosaure. C'est une chose claire maintenant qu'on l'a retrouvée. Donc, sa conclusion paléohistologique, c'est un exemple assez vraiment ancien de paléohistologie, était logique dans l'état des connaissances à cette époque. Mais puisque personne ne soupçonnait qu'il puisse s'agir d'un dinosaure, il n'y a pas eu de suite. Les conclusions qui ont été tirées de la paléohistologie, notamment par Armand, n'ont pas pu l'être à cette époque du milieu du XIXe siècle. Ensuite, les découvertes de dinosaures se sont multipliées de façon relativement modeste quand même en France. En 1862, par exemple, dans le Trias supérieur du Jura, Pidancet et Chopard ont trouvé des os en assez grand nombre, assez bien conservés, d'un animal qu'ils ont appelé Dimodosaurus polyniensis. Aujourd'hui, on sait que c'est un platéosaure. Et ils ont très correctement conclu qu'il s'agissait de dinosaures. Donc le concept de dinosaure commençait à pénétrer clairement la communauté paléontologique française.
Une contribution importante d'une autre région de la France, c'est celle de Philippe Matron, un géologue marseillais que voici, qui en 1869 a publié cette notice sur les reptiles fossiles des Guignites de Fuveau, à côté de Marseille, et dans laquelle il décrit plusieurs choses. Il décrit Rhabdodon, qu'il appelait Priscum à l'époque, aujourd'hui c'était corrigé en Priscus, qu'il considère à juste titre comme un dinosaure. C'est un dinosaure ornithopode qui est très fréquent dans le Crétacé supérieur du sud de la France. En revanche, Hypselosaurus priscus, qu'il décrit également, voici une vertèbre caudale, il le voit comme un crocodile. Alors on sait aujourd'hui que c'est un sauropode, un titanosaure, mais ça illustre bien la façon graduelle dont l'idée, le concept de dinosaure s'est introduit dans la science française, avec encore des hésitations. Donc certains dinosaures sont reconnus comme tels, d'autres ne le sont pas encore et restent placés parmi les crocodiles. Quelque chose de similaire en Normandie, cette fois, avec Gustave Régnier du Havre, qui a décrit de différents spécimens, y compris cette dent qu'il a rapportée à Megalosaurus et qu'il place correctement parmi les dinosaures, mais d'autres spécimens normands, et ça ce sont des vertèbres que Cuvier avait déjà signalées, et d'autres trouvées plus tard. Ceci c'est un théropode, ceci c'est une vertèbre de sauropode. Ces spécimens, pour Régnier, restent parmi les crocodiles. Donc il y a encore une certaine... une incertitude à propos de certains dinosaures. Et Régnier n'a pas beaucoup évolué à cet égard, puisqu'en 1887, il continuait à placer ce type de spécimens parmi des crocodiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont Régnier envisageait les dinosaures. Voici le Megalosaurus, d'après Régnier, en 1887, c'est assez tard, qui est encore un animal quadrupède, à la façon des reconstitutions du Crastoperes par Owen. Et alors, si on se tourne justement vers les reconstitutions, alors non, avant cela, Régnier a été aussi un des premiers à faire des fouilles sur des sites à dinosaures. Et par exemple, en 1896, sur la côte normande, il a fait extraire un squelette de dinosaure qui n'a été étudié d'ailleurs que plus tard par Nopcsa en 1911. Ceci pour illustrer, c'est une des premières illustrations montrant une fouille d'un gisement de dinosaures en France. Alors, en ce qui concerne le grand public, la vision que les vulgarisateurs donnaient des dinosaures, par exemple Louis Figuier, qui a écrit un livre, La Terre avant le déluge, qui a été réédité de nombreuses fois, qui a connu un grand succès dans le public. Figuier parle des dinosaures d'Owen, Iguanodon, Megalosaurus, Hygeosaurus, mais il n'utilise pas le terme dinosaure. Les vulgarisateurs à cette époque n'emploient guère le terme dinosaure dans les années 1860 et même un peu plus tard. Et la reconstitution donnée par Figuier est tout à fait dans le style de celle d'Owen 20 ans plus tôt. Et vous voyez d'ailleurs que son Megalosaurus, puisque ici c'est Megalosaurus, ici Iguanodon, son Megalosaurus a certainement servi de modèle à Régnier. Un des paléontologues les plus actifs dans le domaine des dinosaures dans cette fin du XIXe siècle, c'est Henri-Émile Sauvage, que voici, qui a passé une longue partie de sa carrière à Boulogne-sur-Mer, et qui a décrit des dinosaures en tant que tels, provenant de différentes régions de France, notamment de Boulonnais, dans le nord de la France, dans le bassin parisien, au Portugal. Voici le titre d'un de ses mémoires, qui date de 1874, et il est très clair qu'il s'agit de dinosaures. Et voici des planches de sauvages, ici des dinosaures du Boulonnais, qui sont donc considérés comme appartenant à Megalosaurus et à d'autres dinosaures. Et ici, des dinosaures qui viennent des sables verts de l'Argonne. Ceci, c'est ce que Sauvage appelait Megalosaurus superbus, aujourd'hui Erectopus. Donc Sauvage est, je pense, un des premiers à avoir eu une idée plus claire et plus définie de ce qu'était véritablement un dinosaure par rapport à un crocodile. Si on passe au peut-être plus éminent des paléontologues français de cette époque, Albert Gaudry, qui était un des premiers paléontologues à considérer les fossiles d'un point de vue évolutif, Gaudry a peu travaillé sur les dinosaures. C'était plutôt un spécialiste de mammifères. Il s'est intéressé également à certains vertébrés du Permien, mais il a peu publié sur les dinosaures. Néanmoins, dans certains de ses livres, par exemple Les Enchaînements du monde animal, en 1890, il a figuré assez en détail le Dimodosaurus de Pilancey et Chopard, aussi un pied très bien conservé. Et il a
traiter des dinosaures d'une façon assez générale, en reprenant d'ailleurs des idées de Huxley et de Marsh pour dire que les dinosaures sont les reptiles les plus proches des oiseaux. Mais néanmoins, en insistant également sur les différences séparant les dinosaures des oiseaux. Donc Gaudry s'intéressait surtout aux questions d'évolution, a utilisé les dinosaures, mais avec certaines réticences. Alors cette illustration est intéressante, elle date de 1896, de l'essai de paléontologie philosophique de Gaudry. Alors c'est un peu maladroit, apparemment c'est signé MB, c'est probablement Marcelin Boulle, l'assistant de Gaudry, puis son successeur, qui avait fait ces dessins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'aspect, la posture de ces deux dinosaures. Il y a un sauropode, tout à fait reconnaissable, et un iguanodon en position bipède. Et il est intéressant de voir comment cette nouvelle conception des dinosaures était arrivée en France. Un point important, ce sont les découvertes des iguanodons de Bernissart en Belgique à partir de 1878, et leur étude par Louis Dogo. Voici l'ancienne salle des iguanodons au musée de Bruxelles, avec les iguanodons dans leur posture bipède, qui aujourd'hui a été fortement revue. Mais avec ces squelettes très complets de dinosaures, il devenait possible d'avoir une meilleure idée de leur aspect, et cela se reflète dans l'illustration que j'ai montrée précédemment de Gaudry, où vous voyez l'iguanodon dans sa position bipède. Ensuite, une influence importante, c'est celle des paléontologues américains, notamment Marsh, Cope aussi, à un moindre degré. C'est surtout Marsh, apparemment, qui a influencé les paléontologues français. Évidemment, la raison de tout ça, ce sont les découvertes de squelettes bien conservés dans l'Ouest américain, révélant la structure anatomique des dinosaures de façon plus fidèle et montrant aussi leur diversité, avec des sauropodes, des stégosaures, des cératopsiens, des hadrosaures. Et ces découvertes ont eu un grand retentissement non seulement aux États-Unis, mais aussi en France, notamment à cause des travaux de Marsh et de ses reconstitutions de squelettes, qui devenait possible avec le matériel dont il disposait. Et clairement, c'est à partir de la publication de ces résultats dans les années 1880 que les paléontologues français ont commencé à avoir une vision plus précise et plus moderne des dinosaures. Et ça se reflète aussi dans la vulgarisation, dans les ouvrages notamment de Camille Flammarion en 1886, Le monde avant la création de l'homme. Et vous voyez ici des dinosaures bipèdes, un iguanodon et un mégalosaure, donc très différents de ceux que montrait Figuier quelques années auparavant, clairement influencés par les découvertes de Bernissart. Et puis, ce sauropode qui, lui, est inspiré des découvertes de Cope et surtout de Marsh. Et vous voyez ici la légende, il s'agit bien de dinosauriens. Les dinosaures, maintenant, entrent dans la vulgarisation scientifique. Ils ne sont plus ignorés comme il était encore quelques années auparavant. Alors évidemment, il y a des choses particulières. Le stégosaure est assez bizarre, et les bipèdes, il y a des plaques assez curieuses, mais on se rapproche avec ces reconstitutions nettement d'une idée plus moderne des dinosaures. Donc mes conclusions, c'est que d'abord le concept de dinosaure s'est imposé assez lentement en France à partir du milieu des années 1840, donc assez peu de temps en fait après Owen. Le concept est resté assez longtemps flou, mais ça n'est pas propre à la France. Encore dans les années 1880, Owen lui-même mettait des reptiles mammaliens dans les dinosaures. Donc ça c'est une évolution qui est assez générale. Alors des restes de dinosaures ont été trouvés en France dès le début du XIXe siècle, mais les paléontologues français se sont relativement peu intéressés pendant cette période. Bien qu'il y ait eu donc des découvertes, comme je l'ai montré. Les ouvrages destinés au grand public faisaient très peu mention des dinosaures en tant que tels, même s'ils présentaient Megalosaurus, Iguanodon et autres. Ils employaient très peu le terme dinosaure, et ce, jusqu'aux années 1880. Et les dinosaures donc, ont pris une place plus importante dans la paléontologie française, non pas à cause de découvertes de dinosaures en France, mais plutôt à cause des découvertes réalisées à l'étranger, avec des spécimens très complets, très spectaculaires, notamment en Belgique et aux États-Unis. Et c'est ceci apparemment qui a conduit les paléontologues français à réviser et à préciser leur vision des dinosaures. Et pour finir, je pense qu'il faudrait comparer ce qui s'est passé dans d'autres pays pour voir si l'histoire des dinosaures en France à cette époque est un cas particulier ou plutôt une généralité. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention.